Salut à tous, on a vraiment de la chance en ce moment parce qu'on a un nombre de caméras disponibles qui est énorme, à la fois pour les gros boîtiers, hein, les réflexes, les hybrides plein format, les compacts, les bridges, il y a un gros choix, et aussi pour les caméras de points, les caméras 360, les caméras d'action, les caméras avec stabilisateur intégré, les stabilisateurs mécaniques pour des smartphones, il y a un choix qui est énorme, et du coup beaucoup d'entre vous sont un peu perdus, et j'ai un nombre de questions incalculables de demandes d'aide au choix d'une caméra. Alors comme je suis à la fois photographe 360 professionnel, mais aussi je fais des vidéos pour des clients et je suis youtubeur, donc j'ai beaucoup de caméras que je teste pour vous, et bien aujourd'hui je vais vous aider à choisir laquelle est faite pour vous. Encore une fois, toutes ces caméras sont très bonnes, on peut faire des vidéos très belles avec toutes ces caméras là. Maintenant il reste à voir laquelle est plus adaptée à vos besoins, à vos envies. On voit ça maintenant. Alors je vais commencer par séparer ces caméras en deux groupes. Il y a le groupe des caméras 360 et le groupe des caméras, on va dire, de 2 dimensions, caméra standard. On va commencer par parler des caméras 360 parce que certains se demandent si c'est fait pour eux ou non. Alors les principes de base, c'est quoi? C'est que la grosse différence par rapport aux caméras normales, c'est que quand vous allez recadrer l'image pour en faire une image normale 16 neuvième avec un angle équivalent à celle-là, entre 90 et 110 degrés d'angle, eh bien vous n'aurez une définition au final que environ du Full HD, quoi, 1080p. Donc ces caméras 3.6, même celles qui ont les meilleures définitions en vidéo, comme la Kuka 8K qui filme en 8K, eh ben c'est du 8K sur l'ensemble de la sphère. Et quand on recadre ça à un angle normal, on est à un peu plus que du Full HD, bon en l'occurrence pour elle plus que du Full HD, mais on sera quand même très loin de ce qu'on aura comme résultat avec une GoPro, une Osmo Pocket, enfin une Pocket 2 ou un smartphone, d'accord? Donc pour des vidéos normales, si vous voulez faire un bon rendu pour une vidéo YouTube ou une vidéo d'entreprise ou ce que vous voulez, sachez que en format normal, avec une caméra 3.6, vous aurez forcément moins de définition qu'avec une caméra normale. Cela dit, du Full HD, ça peut être suffisant, hein. Moi, je parle de vidéos et de photos sur ma chaîne YouTube, donc je veux mettre des vidéos qui ont une grosse qualité, mais pour un post sur Instagram ou Facebook, pour une présentation d'un produit, d'un local, d'une entreprise, et ben du Full HD, c'est suffisant. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément rédhibitoire, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Cela dit, il y a quand même de très gros avantages à ces caméras 360 par rapport aux autres. Le premier, c'est la stabilisation. Aucune caméra normale ne peut rivaliser en stabilisation avec une caméra 3.6, quelle qu'elle soit. À la fois GoPro Max, One Air, Kuka 8K, ces caméras-là en vidéo ont une stabilisation qui est proche de la perfection, avec maintien de l'horizon si on le souhaite, il n'y a aucune vibration, c'est vraiment du très lourd, et encore une fois, celles-ci en sont loin. Le seul bémol, c'est la Z1. La Z1, j'en parlerai pas aujourd'hui, mis à part maintenant, c'est la caméra de référence pour tout ce qui est visite virtuelle professionnelle. Donc en termes de photos, on a deux capteurs de 1 pouce, elle fait du HDR RAW de 9 photos en interne, c'est vraiment du top de chez top. Mes prestations de visite virtuelle, j'ai fait avec ça, et dans ma formation payante à visite virtuelle d'ailleurs, je parle beaucoup du workflow avec cette Ricoh Theta Z1. Mais mis à part dans ce domaine-là, en vidéo, elle, on peut l'oublier. Donc là, il reste la Kuka 8K, la One Air, on peut parler de la GoPro Max et de la toute récente One X2. Donc pour ces caméras 3.6 qui sont bonnes en vidéo, Kuka 8K, One Air, One X, One X2, GoPro Max, eh bien, on a vu que l'inconvénient, c'est que quand on va recadrer sur un angle normal, on va perdre en définition. Le gros avantage, c'est la stabilisation. On va pouvoir aussi faire disparaître naturellement la perche à selfie. Ça, c'est un truc qui est commun à toutes ces caméras-là, hein. C'est le principe de fonctionnement. Tout ce qui est situé à la perpendiculaire des deux objectifs, eh bien, disparaît dans une distance assez proche de la caméra. Donc la perche disparaît, ça c'est vraiment très sympa. Ça fait un peu l'impression que c'est filmé par un drone ou quoi. Et encore une fois, c'est commun à toutes ces caméras-là. On va avoir aussi différents modes sympas disponibles grâce à la 360, donc tout ce qui est Tiny Planet, plein d'effets sympas qui sont plus ou moins variés selon les caméras que vous prenez, et aussi le gros avantage que ça a, c'est que ça filme tout en une seule fois. Quand je fais du kite par exemple, avec une GoPro, ça filme que vers là où la GoPro pointe. Si je prends une caméra 3.6, ça filme tout, donc après moi j'ai plus qu'à choisir et à varier les angles. Un coup je montre ça, un coup je montre là, et c'est beaucoup plus complet, et ça fait un montage beaucoup plus dynamique et varié à la fin que si j'étais en GoPro uniquement. Alors la Kuka 8K, elle est assez particulière, c'est la meilleure au niveau définition
en vidéo avec son 8K. Elle a plein d'avantages comme la prise micro qui est intégrée, le plus grand écran disponible sur une caméra 3.6 2 points. Mais elle a aussi quelques inconvénients, j'en ai parlé plusieurs fois, il y a eu pas mal de petits soucis logiciels qui maintenant vont beaucoup mieux, mais si vous voulez un peu pour moi à mi-chemin entre la Z1 et celle-ci, on n'est pas vraiment sur une caméra pro à 100% fiable, et on n'est pas non plus sur une caméra d'action pratique à utiliser, donc elle a pas mal d'avantages, mais aussi des inconvénients, et elle est vraiment à part. Pour moi les caméras 3.6, pour ceux qui débutent en 3.6, qui veulent s'amuser, se faire plaisir sans trop se prendre la tête, c'est plus GoPro Max, One Air et maintenant la One X2 et bien sûr avant la One X. Alors si vous n'avez pas de caméra 3.6 et que vous voulez une caméra 3.6 et qui fait que ça, aujourd'hui, à mon avis, la meilleure solution, c'est la One X2 qui vient de sortir. Je vais la recevoir bientôt, je vais la tester. Pour l'instant, je n'ai fait que voir différentes vidéos. Au niveau software, application, logiciel, on a déjà tout ce que fait la One Air. Au niveau des possibilités vidéo, photo, c'est pareil, c'est sensiblement la même chose que la One Air. Donc ces produits-là, je les connais. Et ce qu'elle va apporter, c'est un design plus proche de la One X version 1, avec une étanchéité en plus à 10 mètres, un écran qui est plus grand. Bref, on n'a pas la modularité de la One Air, mais si on ne veut qu'une caméra 3.6, eh bien c'est plus simple parce qu'on n'a pas à s'occuper avec une cage pour avoir le support GoPro, on a directement le Pavis qui est intégré et un design qui est plus pratique à manipuler, je trouve. Donc la One X2 aujourd'hui, selon moi, c'est la meilleure caméra 3.6 à acheter si on ne veut qu'une caméra 3.6 et qu'on n'en a pas d'autre. Parce que si on a déjà la One X, pour moi ça vaut pas vraiment le coup de prendre la One X2. Mais tout ça j'en parlerai plus en détail quand je testerai vraiment la One X2. Alors j'en ai parlé déjà, moi entre l'application GoPro avec laquelle je rame, entre les possibilités qu'offrent ces applications GoPro à la fois en 3.6 et en standard, il y a beaucoup de choses qui font que je préfère la One Air ou la One X ou la One X2 à la GoPro Max. Donc GoPro Max, j'en parlerai pas aujourd'hui, c'est une bonne caméra, elle est vraiment très bonne, mais je pense sincèrement que la One Air est déjà meilleure et la One X2 aussi. Alors la One Air, c'est pas compliqué, c'est la reine de la modularité. Si vous ne savez pas trop si une caméra 3.6 vous suffira, eh bien la One Air est une excellente solution parce que vous pourrez avoir différents packs avec la One Air et son module 3.6, mais aussi le module 4K qui est équivalent à une GoPro en moins bien, on va dire, et aussi le module capteur de 1 pouce. Donc là, il y a des choix à faire au niveau des modules, mais cette configuration, cette solution vous permettra d'avoir à la fois une caméra 3.6 et une caméra d'action plus standard. Cette modularité de la One Air, elle va vraiment très loin, hein, parce qu'on a le pack de base, ici j'ai la One Air avec le module 1 pouce dessus, et la batterie standard, elle n'a pas d'accroche intégrée, mais ici j'ai la batterie double, qui, elle, par contre, a le support GoPro intégré. Alors, quand on s'en sert, du coup, elle est beaucoup moins étanche, donc il faut plus s'en servir sur terre ou comme ça, mais ne pas aller sous l'eau avec. Par contre, on a une batterie qui dure le double et le support GoPro qui est intégré. Donc cette solution-là, du coup, elle est vraiment très très pratique. On a aussi la batterie verticale pour la One Air. Alors celle-là, elle me sert moi pour aller sous l'eau. Il faut savoir que les caméras 3.6, aucune ne peut filmer sous l'eau avec une belle image. Il faut forcément un boîtier étanche pour pouvoir permettre d'assembler les deux images de chacun des objectifs pour faire une belle image 3.6. Donc pour la One Air, le boîtier étanche 3.6, c'est celui-ci. Et donc ça ne marche qu'en utilisant la batterie verticale. Donc pour ça, il suffit d'enlever la batterie ici. Je vais virer le module 3.6. Je garde le module écran. Je mets... Voilà, je m'y retrouve, c'est ici. Il faut enlever aussi la petite trappe de la batterie. Hop, on tire juste sur le fil et elle part. Et là, dans la prise USB, je vais brancher la batterie verticale. Ensuite, je vais y mettre... il manque quoi? Il manque le module 3.6. Comme ça. Hop, cric. J'enlève les protèges objectifs. Et là, j'ai ma One Air en mode vertical. J'ai plus qu'à la glisser dans le boîtier étanche. Et maintenant, je peux aller filmer sous l'eau en mettant bien sûr les petits inserts anti-buée. Hop, on va la rentrer comme ça. Clac et clac. Alors ça, je voulais vous faire une vidéo carrément sous l'eau
mais j'ai pas eu le temps. Et là, c'est maintenant, je suis confiné, donc c'est mort. Mais j'en ferai dès que le confinement sera fini, j'irai sous l'eau, en mer, pour vous montrer ça. Mais c'est comme ça qu'on fait des vidéos 360. Ce boîtier étanche, il est top parce que non seulement il est indispensable pour faire des belles images sous l'eau, mais en plus il fait un peu comme un dôme pour prendre des photos mi sous l'eau, mi surface. Ça rend très très bien aussi comme ça. Pour finir sur la One Air, il y a ce module capteur de 1 pouce dont j'ai déjà parlé et qui comble un petit peu ce que les gens reprochent souvent à GoPro. On a une image qui est vraiment super propre, 5,3K avec capteur de 1 pouce, donc une meilleure image quand la lumière est basse ou que les lumières sont très contrastées sur une même scène. Mais ça a aussi deux défauts, hein. D'une part ça coûte plus cher, d'autre part la zone de mise au point elle est plus loin, donc ça veut dire que si on se filme comme ça on sera flou, il faut vraiment tendre le bras au maximum pour ne pas être flou, et après bien sûr ce sera net de ce point là qui est environ à 60 cm, 70 cm jusqu'à l'infini. Mais ça c'est un petit défaut pour ceux qui veulent vlogger bras pliés comme ça, c'est pas ça qu'il leur faut. Mis à part ça, ce capteur de 1 pouce et ce module 1 pouce, eh ben, ils offrent une image qui est top. La stabilisation elle est inférieure à celle d'une GoPro, mais il y a plein d'avantages, comme vous le savez, on peut recadrer l'image, choisir l'angle de champ après avoir filmé, ça moi j'aime beaucoup cette fonction là. Voilà, donc ça je vous en parlerai après un petit peu quand je parlerai de la GoPro 9 en détail, mais sachez que cette solution One Air, c'est celle qui permet de rassembler un petit peu les deux mondes, d'avoir à la fois une super caméra d'action avec une super image un peu plus pro et aussi une caméra 3.6 au top, mais avec une modularité qui est sa force et aussi sa faiblesse, parce que il y a beaucoup de petits trucs, la batterie, double batterie, machin, le boîtier, changer de mode, tout ça. Donc voilà, cette One Air c'est vraiment la reine au niveau modularité car elle permet d'allier le meilleur des deux mondes. Donc pour les caméras 3.6, je récapitule. Défaut, c'est que la définition, quand vous aurez recadré l'image en format normal, avec un angle normal équivalent à ces caméras-là, vous aurez une moins bonne définition que sur ces caméras-là. D'accord, ça c'est clair et net. Pour faire des images en 2D normales, l'idéal c'est une caméra 2D, c'est pas une caméra 3.6. Bon, cela étant dit, il y a de gros avantages, stabilisation, on fait disparaître la perche, recadrage après avoir filmé, donc ça filme tout et on choisit ce qu'on veut. Voilà, après si vous voulez qu'une caméra 3.6, je pense qu'aujourd'hui la One X2 est une très bonne solution, et si vous ne savez pas trop, je pense que la One Air est une très bonne solution car vous aurez à la fois le monde 2D et le monde 3.6. Maintenant on passe aux caméras standards, les caméras 2D on va dire. Une petite pause rapide pour 3 points. Premier point, j'ai un groupe Facebook dédié aux photos, vidéos et caméras 360. L'ambiance y est bonne et on apprend plein de choses. Donc allez faire un petit tour si vous le souhaitez, je mets le lien sous la vidéo. Le second point, c'est que j'ai aussi une formation payante dédiée à la visite virtuelle 360. Donc ceux qui sont intéressés par ça, tout de A à Z, à la fois la préparation du shooting, la prise de vue, le traitement des photos, j'y aborde tous les sujets, comment trouver des clients, comment se développer dans ce business-là. Donc voilà, je mets un lien aussi sous la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Et troisième point, si la vidéo vous plaît ou vous est utile, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça m'aide beaucoup, on y retourne. Comme ceux qui me suivent le savent, je n'ai plus l'Osmo Action, hein, elle est morte et je ne l'ai pas rachetée car elle ne me servait pas. C'est une très bonne caméra d'action, elle a une très très belle image, le son est correct, mais pour moi elle n'a pas un angle assez large pour de l'action. Donc quand je fais du kite, du surf, du VTT, j'aime bien voir plus de choses que ce qu'elle ne m'en montre et du coup pour moi c'est pas suffisant. Cela dit, encore une fois, elle a un prix qui est le moins cher de toutes celles qui sont sur la table, donc au niveau prix elle est très très abordable et elle a une belle image, donc ça reste une solution qui est très crédible aujourd'hui, même si selon moi elle est en dessous de celle-ci. Alors pour commencer, je vous parle GoPro. Là j'ai la GoPro 8 Black et là la GoPro 9 Black. La GoPro 8 c'est encore aujourd'hui une solution qui est très crédible. Elle offre plein de possibilités pour tout ce qui est action, si vous voulez aller dans l'eau, faire du kite, du VTT, de la course, tout ça. Pour moi, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, la meilleure caméra pour de l'action est une caméra GoPro, qu'elle soit GoPro 8 ou GoPro 9.
La GoPro 9 offre quand même des avantages par rapport à la GoPro 8. Je tiens à dire que depuis que je la teste, j'ai pas eu de bug, contrairement à la GoPro 7 Black où j'ai eu beaucoup de bugs. Là, j'ai aucun bug pour l'instant sur la GoPro 9. L'écran, je galérais avec au début, il y a une mise à jour depuis qui fait que c'est moins pénible à manipuler, sans être parfait, hein, mais ça reste un petit peu lent des fois, mais ça marche quand même beaucoup mieux qu'au début. J'ai tout testé avec. Tout testé parce que j'ai le Media Mode, j'ai aussi reçu l'objectif max que j'ai pu tester, sauf que mardi dernier, eh ben, la GoPro 9 que j'avais, avec l'objectif max dessus, eh ben, elle est tombée en mer. Donc là, elle est par 50 mètres de fond en Méditerranée. Bon, même ma GoPro 9, c'est fini. Elle a fait plouf, elle est au fond de la mer. Et du coup, j'ai dû racheter dans la foulée une GoPro 9 que voici, mais le max, l'objectif, il n'est pas dispo sur leur site. Donc j'attends qu'il le soit pour vous montrer des images sympas avec lui. Alors pour faire court, quelques avantages de la GoPro 9 par rapport à la GoPro 8. Comme j'en ai parlé récemment dans différentes vidéos, on peut à nouveau enlever ici l'objectif pour notamment mettre un autre style, le max, mais aussi pour le changer quand il est cassé. On peut aussi avoir maintenant des vidéos en 5K. On a aussi un son qui a été un petit peu modifié, repensé, et voilà en gros pour les principales nouveautés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des caméras d'action, la stabilisation de la GoPro 9 est la meilleure que j'ai jamais eue. La GoPro 9, pour moi, aujourd'hui, est la meilleure GoPro que j'ai jamais eue. Est-ce que ça justifie de passer de la 8 à la 9? Ça, c'est à vous de voir, et je ferai une vidéo dédiée. Mais en tout cas, pour l'instant, je me régale avec, et c'est vraiment, encore une fois, pour moi, la meilleure caméra d'action du moment. De toutes ces caméras-là, c'est aussi celle qui a le meilleur son en interne. Le son en interne de la GoPro 9, je le trouve très bon. Il est bien meilleur que celui de la One Air ou de la One X ou de la One X2 ou ce que vous voulez. Le son est très bon. Ce Media Mode permet d'ajouter un gros plus au niveau du son grâce au micro qui y est intégré et aussi à la possibilité de brancher un micro externe. Là, j'ai aussi mis une petite lampe qui est vendue séparément mais qui est bien. C'est une lampe qui va à 10 mètres sous l'eau. C'est une solution pour vlogger qui est maintenant très crédible. Alors là, on est le jeudi 29 octobre 2020. Donc demain, c'est le début de confinement, deuxième étape. Et pour cette dernière sortie en bord de mer, ben, je teste là le Media Mode de la GoPro 9. Donc là j'ai mis juste le micro qui est intégré au Media Mode avec sa petite bonnette. Donc on a le son comme ça de la GoPro 9 plus Media Mode. Et enfin ici j'ai la One Air capteur de 1 pouce sur laquelle je n'ai mis aucun micro externe. Donc c'est le son de la caméra directe. J'aurais pu aussi, je vous rappelle, y brancher un micro externe parce qu'il y a l'adaptateur qui coûte 10 € qui permet de faire ça. Bon, l'idée c'est quoi? C'est que j'ai beaucoup de questions en ce moment de comparaison de caméras pour savoir laquelle vous devriez acheter entre GoPro 9, Pocket 2, One Air, voilà. Alors mon point de vue il est un peu particulier là-dessus, c'est qu'en fait je trouve que ces caméras sont différentes et c'est un peu comme comparer un tournevis plat avec un cruciforme. Les deux sont bien, les deux sont utiles, tout dépend de vos besoins. Moi, en ce qui me concerne, je considère que la GoPro 9 reste aujourd'hui la référence des caméras d'action. C'est la meilleure. Si je veux faire du kite, si je veux aller faire du VTT, c'est elle que je prendrai. Pourquoi? Parce qu'elle a un rendu qui est propre, qui est facile à obtenir. Niveau accroche, c'est instantané. Elle est pratique à manipuler. C'est vraiment pour moi la référence des caméras d'action. Maintenant, la One Air avec son capteur de 1 pouce permet d'avoir une image plus pro, une meilleure gestion du contraste de lumière, des zones sombres. C'est un rendu plus pro et c'est au prix d'une manipulation un peu moins pratique que la GoPro 9 à mon sens. Mais ça reste une excellente caméra, tout dépend ce que vous voulez en faire. Bon, du coup là il fait quasiment nuit, hein, donc l'image est pourrie, c'est normal, c'est qu'une GoPro. Par contre j'ai dessus la lampe fournie faite par GoPro aussi, qui est vraiment sympa je trouve. C'est petit, c'est étanche à 10 mètres et ça fait un bon complément pour vlogger de nuit. Comme là j'ai aussi le micro intégré au Media Mode. Alors par le passé, quand les gens me demandaient l'intérêt des caméras comme celle-ci, comme un stabilisateur mécanique intégré par rapport à une GoPro, les deux points qui revenaient, c'était 1, la possibilité d'avoir l'horizon bien droit tout le temps, et 2, les motion lapse, de
pouvoir faire un timelapse où la caméra bouge. Le premier point a disparu maintenant car la GoPro 9 intègre un mode de maintien de l'horizon qui marche vraiment très bien et qui marche encore mieux quand on a l'objectif max. Ça, j'ai pu le tester. On peut garder un angle de champ équivalent au Super View, donc vraiment très très large, tout en maintenant l'horizon droit, même si on tourne la caméra complètement. Et ça, par contre, on ne le fait qu'en 2,7K et pas en 4K ou plus, donc c'est en 2,7K. Mais ça marche très bien et c'est vraiment super. J'ai pu le tester en e-foil récemment. Malheureusement, les plans que j'ai visualisés ont fini sous l'eau par 50 mètres de fond, mais c'est vraiment un gros avantage quand on fait du sport, VTT ou course à pied, ce que vous voulez, parce que vous pouvez avoir le super grand angle et l'horizon qui reste droit. Alors que sans l'objectif max, eh bien, ça va devoir resserrer dans l'image pour regarder l'horizon droit. Donc ça, c'est vraiment pour moi le gros avantage de l'objectif max. Je vous montrerai ça en détail quand je recevrai mon second objectif max, mais rien que pour ça, je trouve que ça justifie l'achat pour ceux qui en ont besoin. Donc le son en interne est très bon. On peut l'améliorer avec le Media Mode qui coûte quand même quasiment 100 €, mais bon, si on a un GoPro Plus, ça coûte moins que ça. La stabilisation, c'est la meilleure que vous aurez sur une caméra d'action. Maintenant, on peut aussi maintenir l'horizon droit. On a des possibilités au niveau photo, vidéo qui sont vraiment top sur la GoPro 9. La batterie de la GoPro 9 a plus d'autonomie que celle de la GoPro 8. On a aussi l'écran en façade. Donc ceux qui veulent faire du vlog, ceux qui veulent filmer dans de bonnes conditions de lumière et faire du sport et tout ça, franchement, la GoPro 9, en ce moment, c'est une tuerie, il n'y a pas photo. Dans ce contexte-là, pour cette utilisation-là, avec des conditions de lumière qui sont bonnes, c'est une excellente caméra d'action. Si en revanche, les conditions de lumière ne sont pas bonnes, il faut savoir qu'une caméra avec stabilisation numérique va vraiment galérer à stabiliser quand la lumière sera mauvaise. Donc s'il n'y a pas de lumière, même si vous mettez la lampe, vous avez vu sur ces images, eh bien moi je suis bien éclairé, mais par contre derrière c'est sombre, et là l'image est un peu floue, ça danse, c'est très bizarre. Donc une stabilisation numérique, quand la lumière est trop basse, ça fera un rendu pourri en fait. C'est dans ces cas-là que vous aurez la possibilité de faire mieux avec la One Air capteur de 1 pouce, ou alors avec un stabilisateur mécanique intégré. Pourquoi? Parce que sur la Pocket 2 ou Osmo Pocket, eh bien, on n'a pas de stab numérique, on n'a qu'une stab mécanique, et dans ce contexte de lumière basse, le rendu sera bien meilleur. Et sans transition, on parle maintenant de la Pocket 2 et de l'Osmo Pocket. Alors là, comme je vous le disais, stabilisateur mécanique intégré, donc d'un côté, quand la lumière est trop basse, on a une meilleure image que sur une stab numérique, c'est indéniable. D'un autre côté, la Pocket 2 a un capteur qui est plus grand que celui du Mavic Air 2, donc il fait 1 sur 1,7 pouces, Mavic Air 2 c'est 1,5 pouce, et en dessous on a Osmo Pocket et GoPro à 1 sur 2,3 pouces. Donc ce capteur plus grand, il fera aussi un petit gain quand la lumière est mauvaise. Après, au niveau de l'esprit, là on n'est pas sur de l'action. Même s'il y a déjà la possibilité d'acheter le boîtier étanche, pour moi, c'est pas du tout une caméra d'action, ne serait-ce que parce qu'elle est très sensible au mouvement haut-bas. On n'a pas le même débattement que sur un Ronin S ou comme ça, et du coup, les mouvements haut-bas, même quand on marche, se verront plus sur un stabilisateur mécanique petit comme ça, que sur un gros stabilisateur mécanique, ou même que sur une très bonne stab numérique. Je pense qu'on voit plus les mouvements de marche haut-bas sur l'Osmo Pocket ou la Pocket 2, que sur la GoPro 9. Ça, c'est aussi un truc qu'il faut bien avoir en tête. Une stab mécanique, ça a de gros avantages, mais c'est pas forcément mieux qu'une stab numérique, tout dépend ce qu'on veut en faire. Ceci étant dit, si vous ne comptez pas aller faire du kitesurf avec, ou même de la moto ou du saut en parachute, eh bien pour tout le reste, avec ces possibilités aussi qu'elle a au niveau d'y brancher maintenant un micro sans fil, d'avoir le choix de l'angle avec l'objectif grand angle qui est fourni, le joystick, eh bien au niveau des possibilités créatives et du rendu final, on est sur un produit qui sera vraiment différent du reste et qui reste pour moi qui trouve en tout cas sa place, quoi. Je veux dire, beaucoup de gens se demandent si aujourd'hui c'est utile d'acheter ça par rapport à ça. Bah oui, pour les basses lumières ce sera mieux, et pour avoir un rendu sympa niveau stabilisation, ce sera aussi plus pro dans un contexte donné qu'une GoPro. Ajoutez à ça la possibilité de faire des motion lapse, moi j'aime beaucoup ça, ça enrichit aussi vos vidéos. Donc la Pocket 2 pour moi, elle a vraiment sa place si vous ne comptez pas faire d'action, que vous voulez vloguer tranquille avec un résultat bien stabilisé, ou montrer un produit, faire une visite d'un appartement ou comme ça, ça reste une très bonne solution à envisager. Donc je résume, Pocket 2 ou Osmo Pocket, si vous voulez une image stabilisée avec un bon rendu, même si c'est un petit peu sombre, si vous ne comptez pas faire d'action,
Si vous voulez faire un peu de vlog ou montrer une visite d'un appartement ou comme ça, si vous voulez faire des vidéos YouTube quand la lumière est bonne, bref, il y a plein d'utilisations qui sont vraiment top quand il n'y a pas d'action. À l'inverse, tout ce qui est action, il n'y a pas photo. La reine, c'est la GoPro 9. Gros défaut, quand la lumière est basse, comme vous avez vu, on perd beaucoup à cause de la stabilisation numérique en basse lumière et du petit capteur de 1 sur 2,3 pouces. Mis à part ça, des possibilités qui sont aujourd'hui pour moi les meilleures, je me régale avec. Et après, les caméras 360, où on pourra avoir des images en 2D avec une perte en définition, mais les avantages de la 360 dont on a parlé tout à l'heure. Alors tout ça, c'est très bien, mais ceux qui ont déjà un smartphone de qualité au niveau de la vidéo, ceux qui ont déjà un bon smartphone en photo vidéo, peuvent se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de racheter une caméra en plus, ou est-ce que mon smartphone fera le boulot? On parle de ça maintenant. Alors ici, j'ai l'iPhone 12 Pro que j'ai mis sur l'Osmo Mobile 4. Donc ceux qui ont déjà un bon smartphone n'auront qu'à racheter un gimbal adapté à leur smartphone. Ça coûte maintenant souvent autour de 100 €, donc bien moins cher que tout ça. Et ils auront un rendu qui sera vraiment super. Moi, l'iPhone 12 Pro, niveau vidéo, il n'y a pas beaucoup mieux en ce moment. Je pense même qu'il n'y a pas mieux. Si je veux un contrôle vraiment manuel plus poussé, j'utilise l'application Moment Pro. J'ai vraiment un rendu qui est pour moi supérieur à ces deux caméras-là. Bien sûr, je ne peux pas aller dans l'eau. Bien sûr, pour le kite, c'est pas adapté. Mais si l'action n'est pas une priorité pour vous, cette solution-là, elle est meilleure que celle-ci. Selon moi. Oui, c'est plus gros, mais ça évite de racheter une caméra à 3, 4 ou 500 €. Avec l'Osmo Mobile 4, j'utilise aussi l'application Mimo, qui sert aussi pour la pocket. J'ai tout ce qui est Active Track 3.0, j'ai le face tracking, j'ai tout quoi, hein, Motion Labs, tout ce que je veux. Lui, il le fait. Donc toutes ces fonctions-là ne sont pas un avantage des pockets par rapport à lui. Il est en plus gros, mieux stabilisé. Bref, j'ai un meilleur rendu avec ça qu'avec ça. Il n'y a pas photo, il n'y a pas vidéo. Alors là, j'ai l'iPhone 12 Pro. Mis sur l'Osmo Mobile 4, c'est le son de l'iPhone sans micro externe. Il y a un peu de bruit autour, notamment les vagues tout près de moi. Et là on verra un petit peu le rendu de l'image de l'iPhone 12 Pro et de la stabilisation de l'Osmo Mobile 4. Alors là je suis en mode face track, donc il me garde un petit peu au centre de l'image, ce qui n'est pas forcément simple pour lui parce que c'est assez contrasté niveau lumière, comme le soleil se couche derrière moi sur ma gauche là. Et au moins vous aurez une idée un petit peu du rendu à la fois de l'image de l'iPhone 12 Pro, donc système un peu contrasté, et de la stabilisation de l'Osmo Mobile 4 quand je marche normalement sur un terrain un petit peu accidenté quand même. Parenthèse rapide sur l'OM4, j'ai pas encore eu le temps de vous en faire une vidéo de test. Il faut savoir que la principale nouveauté par rapport à l'OM3 est la fixation ici qui est aimantée. Donc on a deux solutions d'accroche, soit on utilise cette pince qu'on vient mettre autour de son smartphone. Moi, elle est en permanence sur mon iPhone, donc il y a un aimant ici. Et après, on n'a plus qu'à mettre l'encoche là, ici, et clic, c'est aimanté, ça bouge pas, c'est vraiment très costaud. C'est beaucoup plus rapide que ce qu'on avait comme fixation avant. Il n'y a pas besoin de rééquilibrer à chaque fois, c'est vraiment le gros plus de l'OM4. L'autre solution, c'est utiliser ces jetons là. Il y en a un qui est fourni dans le pack quand on prend l'OM4, et d'autres sont en vente sur le site DJI. Et on vient directement les coller avec l'adhésif à l'arrière de sa coque de smartphone. Et il y a en plus du côté aimanté ici, l'anneau qui est là, qui est très pratique pour pouvoir prendre son smartphone sans le faire tomber et le tenir comme ça. Moi je ne l'ai pas encore installé, je vais le faire maintenant vu que je viens d'avoir l'iPhone 12 Pro. Je vais mettre ce petit aimant avec adhésif au dos de ma coque de smartphone. Alors le principal défaut du coup des stabilisateurs comme ça, c'était avant qu'il fallait le mettre en service, équilibrer, c'est un petit peu long. Bah là ça disparaît grâce à cette solution avec des aimants en fait, qui est vraiment beaucoup plus rapide à mettre en œuvre. Donc si l'action n'est pas un facteur pour vous et que vous avez un bon smartphone, eh bien achetez juste un OM4 par exemple, il fera très bien le boulot. Si à l'inverse vous voulez aller des fois skier en vous filmant ou aller surfer ou faire du bateau en vous filmant, eh bien plutôt que d'acheter ça, optez pour un Osmo Mobile 4 et prenez une GoPro ou même une Osmo Action pour les moments rares où vous irez sous l'eau. Si en revanche l'action est une priorité, encore une fois, c'est GoPro, il n'y a pas photo. Avant de finir, deux points qui me semblent importants. Premier point, c'est que pour toutes ces caméras-là, elles font toutes au minimum du 4K. Hein. Là, je suis en 5K si je veux. Là, je suis en 5,3K. Et là, je suis en 5,7K. Et là, je suis en 8K. Donc, au niveau traitement des données après, pensez qu'il faut un smartphone récent. Pour la One Air, par exemple, l'application, elle peut cracher si vous avez un vieux smartphone. Plus il sera récent, mieux ce sera pour traiter les vidéos sur votre smartphone. De la même
manière, il faut un PC ou un Mac récent pour faire des traitements vidéo, de vidéos qui font au moins de la 4K avec un débit qui est autour de 100 mégabits par seconde pour toutes ces caméras-là. Donc voilà, pensez bien à ça, hein. Faut pas acheter une caméra comme celle-ci, quelle qu'elle soit, si vous n'avez pas de quoi traiter les photos et les vidéos chez vous par smartphone ou par PC ou Mac. Le second point, c'est qu'encore une fois dans cette vidéo, je ne parle que de caméras de pointe ou de smartphone, mais pensez aussi hein, qu'avec un compact comme le Sony ZV-1 que j'ai testé récemment sur ma chaîne, avec un hybride, on va dire entrée de gamme, ou avec, il y a aussi moyen en économisant un peu et en achetant un truc un peu plus cher, d'avoir accès quand même à beaucoup plus de qualité au niveau de l'image et aussi à une progression dans la vidéo. Beaucoup de gens se mettent dans la vidéo avec une de ces caméras-là sans y connaître quoi que ce soit, et comme tout est automatique en fait, ils progressent pas trop, ils comprennent rien au réglage. Et alors que si on prend un vrai boîtier, on va vraiment aussi progresser en vidéo, en photo, on va vraiment voir quels paramètres influent sur quoi et comment le rendu en est impacté. Et donc après on pourra mieux comprendre comment l'ensemble marche et aussi mieux se servir dans le futur de différentes caméras comme ça, où tout est plus ou moins automatique par magie. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise caméra, toutes sont bonnes, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si la 3.6 ne vous intéresse pas du tout, eh ben ça va se passer par ici. Si ça vous intéresse, ça vous tente, mais pas uniquement, là c'est la One Air, il n'y a pas photo. Et en revanche, si vous avez déjà le reste, ou que vous ne voulez qu'une caméra 3.6, c'est plus sur de la One X2 par exemple, qu'il faudra partir. Bon voilà, ça ce sont mes idées. Dites-moi en commentaire si ça vous a été utile et ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Moi je vous quitte, à très vite pour la prochaine, et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous, mais chez vous à nouveau.